Salut gang, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. Alors cette semaine dans mon podcast, je reçois l'actrice, autrice, poète Gabrielle Bouliane-Tremblay. C'est une personne que j'ai lu son recueil de poésie, ça m'a beaucoup touché. Je trouve que c'est vraiment une poète moderne très, très intéressante. Fait que j'avais envie de l'inviter parce que, en fait, on a parlé beaucoup de poésie avec Violette Pie, puis je me suis dit, ça serait le fun d'inviter des poètes parce qu'on n'en entend pas souvent. Mais c'est une personne trans aussi, donc on a parlé de ça. Et ça, c'était que bon, j'étais un peu nerveux parce que j'étais un peu niaiseux là-dessus. Là. Je vais vous le dire tout de suite. Ça se peut que je pose des questions qui sont non-non. Puis, tu sais, ce podcast-là, j'ai l'air bien arrogant puis de connaître tout dans la vie, mais le podcast, je le fais quand même avec une certaine humilité d'ignorance. Il y a certains sujets que je ne maîtrise pas. Fait que j'ai envie de poser des questions. Fait que c'est sûr qu'on parle beaucoup de ça parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je le comprends pas totalement. Bon, là, je veux dire, le podcast, je viens de le tourner, fait que je le comprends pas mal plus. Mais j'avais envie de poser des questions là-dessus, fait qu'elle était très généreuse, elle a répondu. J'ai essayé de me rendre dans des zones qui n'étaient pas nécessairement trop intimes non plus, mais je pense que ça, on a bien fait ça. Puis en tout cas, elle était bien contente après. Puis on parle évidemment de poésie, on parle de sa carrière d'actrice aussi. Et j'étais très content de cette discussion-là. Avant d'aller voir ça, je vous rappelle que j'ai toujours mon Patreon, ma page Patreon, si vous voulez supporter ce podcast-là. C'est toujours très apprécié. Vous pouvez avoir les épisodes à l'avance. Puis bon, je sais qu'avoir les épisodes à l'avance, c'est pas le plus gros avantage du monde, mais c'est pas mal plus une manière de supporter ce podcast-là. Si vous le suivez, si vous trouvez que c'est pertinent, si vous trouvez que c'est différent, si vous trouvez que ça a sa place puis que ça devrait continuer à exister, ben c'est quand même assez important de le supporter. Je sais que dans la vie, on a tout gratis sur Internet, puis que payer pour les affaires, on paye déjà assez pour plein d'affaires, mais j'apprécie le geste si vous voulez le faire. Et sinon, je suis toujours en tournée un petit peu partout au Québec avec mon spectacle Du cœur au ventre. Venez voir ça, c'est un bon show. Fait qu'on s'en va écouter Gabrielle Bouliane-Tremblay. Let's go! Gabrielle Bouliane-Tremblay, bienvenue à mon podcast. Merci vraiment pour l'invitation. Je suis très heureuse, très contente. Plaisir. On se connaît pas beaucoup, fait qu'on va commencer un peu à la base. Tu viens d'où, toi? T'es né où? Grandi où? Moi, je viens d'une petite région dans Charlevoix. Ah ouais, Charlevoix. Très belle région, pittoresque, avec beaucoup de beaux paysages, les montagnes, le fleuve aussi, très large là-bas. Fait que c'est vraiment le fun. Puis, quel bout? Saint-Siméon. Et ça ne va pas confondre avec Saint-Siméon. Je crois qu'il y en a un en Gaspésie ou dans ce coin-là. Moi, c'est vraiment Charlevoix, ici, de ce côté-ci. Et c'est ça. Je viens d'un petit village de 1200 habitants. Puis moi, j'ai toujours nourri le rêve d'être actrice. Puis donc, Montréal, c'était pour moi la ville. T'es resté jusqu'à combien de temps dans Charlevoix? Moi, à peu près, je te dirais jusqu'à 16 ans, 17 ans. Quand même, OK. Fait que toute ton enfance, c'est... dans ces beaux paysages-là, quand même. C'est drôle parce que, justement, je viens d'aller dans Charlevoix. Puis après, mettons 2 ou 3 mois, là, il faut vraiment que j'y aille. Ah ouais? Parce que c'est comme si je sentais qu'il allait avoir... En fait, je me sens pas bien physiquement. Ah ouais, si je suis pas avec la nature, si je suis pas avec ma famille aussi, parce que la majorité de ma famille est à Montréal. Excuse-moi, à Charlevoix. Puis ça fait que... Mais j'entretiens quand même un lien avec eux, tu sais, téléphone ou Internet. Je sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe à Charlevoix pour que ce soit aussi magique. Tu sais, la manière que la lumière rentre sur Charlevoix, les paysages, là, c'est comme très unique. Les gens aussi, j'imagine, là, tu sais, dans leur mentalité un peu. C'est ça que j'allais dire. La lumière, elle est dans les paysages, mais dans les gens aussi, parce que les gens sont tellement... aiment recevoir, aiment voir des gens. Puis, vu que c'est une attraction touristique aussi, l'été, Charlevoix, c'est aussi beaucoup prisé. C'est ça, les gens, les touristes, ils aiment ça, être là, parce qu'ils sont accueillis comme s'ils étaient chez eux. Tu sais. Fait que ça, puis l'art, je pense, est important quand même à Charlevoix, l'art visuel. Il y a beaucoup d'artistes visuels, particulièrement à Baie-Saint-Paul, où est-ce que c'est très... il y a beaucoup de galeries d'art. Je pense qu'il y a la rue Saint-Jean, il y a comme 3-4 galeries d'art.
Fait que c'est très, très artistique. Puis en même temps, je trouve que ça a teinté ma vie d'après. Je dis après parce qu'il y a eu un avant puis un après dans ma vie. La campagne, la ville, la transition, avant la transition et tout ça. Fait que, je trouve que ça me nourrit pour vraiment, au niveau de ma création, ça m'aide beaucoup, à être... dans ma poésie, il y a beaucoup de trucs de paysage, de nature. C'est très vivant. Ça t'habite encore beaucoup. Fait que c'est pas une expérience négative pour toi, ton enfance, grandir à Charlevoix, puis tout ça. Est-ce que tu... Ben oui et non. Oui et non, OK. Je te dirais que le seul point négatif, c'est que je me sentais coupée du monde. Dans le sens que petite fille de village qui se sent un peu pas rapport, pas dans sa place, pas beaucoup d'amis. Je sentais que j'étais jamais totalement bien. Puis c'est après, quand je suis partie de là, que je me suis rendu compte que finalement, j'étais bien. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça qui arrive, là, finalement. Ouais. Mais, fait que tu te sentais un peu... T'avais pas beaucoup d'amis. T'étais comme... T'étais quoi? Bouc émissaire ou... Par le fait que, j'étais... Dans ce temps-là, j'étais un petit gars efféminé, puis, ça faisait des moqueries. Non, c'est jamais facile, là. Ouais. C'est ça. Je pense que tout le monde, on a eu en tout cas, la majorité des gens, le secondaire, c'est pas... Puis le primaire, c'est pas... Non, secondaire, c'est épouvantable tout le temps. C'est plate. De toute manière. C'est plate. Mais ça m'inspire, dans le sens pour la création. Mais c'est plate de le vivre, l'intimidation. C'est plate aussi parce que... dans le fond, il se passe beaucoup d'intimidation. Puis, il y a personne qui parle. C'est très clos comme environnement. C'est comme une cloche de verre un peu. Puis là, de chercher ton air là-dedans, t'es comme, OK, ben c'est ça. Moi, je me réfugiais dans la littérature, dans les livres. Ouais. Ce qui est positif, finalement, là, quand t'es assez fort pour passer au travers. Il y en a qui sont plus fragiles puis qui réussissent pas à passer au travers. C'est ça qui est rough, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis c'est important d'en parler, tu sais. Puis de pas se laisser abattre par ça. Puis, tu sais, de juste en parler à quelqu'un de proche. Ou même, des fois, quelqu'un qui te connaît pas nécessairement. Des fois, la confidence peut aller mieux aussi. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, on a un rapport assez spécial avec l'intimidation. Tu sais, on en parle beaucoup. Ça en parle dans les médias. Puis tout le monde dit, OK, c'est pas une bonne chose. Puis ça, mais après ça, tu vas sur les réseaux sociaux. Tu regardes les adultes, là, leur manière d'agir, comment que, tu sais, ils vont injurier des vedettes. Puis tout ça, puis qui font de l'intimidation carrément sur les réseaux sociaux. Puis des fois, des chroniqueurs carrément font de l'intimidation. Là, tu sais, on a un rapport assez étrange avec ça. On dirait qu'on veut que les jeunes en fassent pas, mais nous, on peut en faire. On montre pas l'exemple, je trouve. C'est ça, puis c'est tellement facile, tu sais, de garrocher quelque chose comme quelque chose de vraiment méchant à quelqu'un derrière un clavier. Puis souvent, c'est des gens qui ont même pas de photo de profil, ils sont pas identifiables. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est comme vraiment gratuit, tu sais. C'est gratuit. Puis je suis contente, sais-tu, de ne pas avoir fait mon enfance et adolescence avec les Facebook. réseaux sociaux. Ah ouais, non, écoute, moi, avec, là, je pense souvent à ça, c'est comme épouvantable. Ça aurait été quelque chose. Ouais, parce qu'au moins, ça reste humain, là, organique, là. C'est plus facile à régler, là, même si c'est extrêmement difficile. Toi, quand tu regardes, tu sais, mettons, tu regardes des photos de ton enfance ou que tu repenses à ça, est-ce que c'est positif? Est-ce que tu... Oui. Ouais. Oui, parce que c'est comme le avant, à quelque part, là, tu sais. Mais... C'est un avant, mais c'est ça. Ben, il n'y aurait pas eu d'après s'il n'y avait pas eu d'avant. Non, c'est sûr. Mais c'est une bonne manière de le voir. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, je me suis dit, tu sais, là, Guillaume, on va parler de ça et tout ça. Puis, tu sais, je veux pas nécessairement tomber dans la dramatique des choses. Non. Je veux rire aujourd'hui. Non, mais écoute, mais c'est... Écoute, mais c'est ça, ben... Ça fait partie de toi quand même, oui, tu sais. Mais je suis une fille qui aime rire aussi. Tu sais, j'ai beaucoup eu de présence dans les médias où est-ce que je parlais de choses très, très sérieuses, puis tu sais, de façon très dramatique. Puis oui, c'est ça, mais je veux pas non plus que ça soit... parce qu'une transition, ce n'est pas que dramatique. Là, non, mais je comprends. Mais ça. Oui, mais tu sais, je veux dire... Puis on est multidimensionnel. Ouais. Mais je suis quand même intrigué de comment ça se passe. Tu sais, comment ça se passe? Comment ça se passe que, tu sais, quand t'es jeune, est-ce que c'est très jeune que ça commence à germer dans ta tête? J'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais en fait, c'est très... c'est très nouveau, là. Ça fait pas longtemps qu'on parle de ça. Et ça, c'est assez fascinant aussi. Puis on a l'impression, dans le fond, qu'on en parle qu'il y a de plus de trans qu'avant, de personnes trans qu'avant, qui font des recommignantes. Puis il y a certaines personnes qui vont faire c'est comme pas une maladie, mais tu sais, que ça peut être contagieux, tu sais. Mais... Ouais. Ça, c'est dans les extrêmes, là. Mais, tu sais, en même temps, c'est juste que maintenant, il y a l'accès à l'information qui est plus large et diversifié. Avant, tu sais, dans les médias, on n'en parlait pas beaucoup parce que, justement, c'était pas connu. Mais là, maintenant, on a de plus en plus de modèles aussi positifs. Fait que ça fait un effet d'entraînement. Puis, comme disait Michel Blanc, ben c'est ça. Il y a aussi le fait que
on a plus de ressources pour être aidé. Ouais. Et ça fait que, il y a quand même moins de suicides qui se passent, tu sais. Ouais, ça, j'imagine. Les gens sont vivants pour en parler de leur réalité, tu sais. Ouais. Moi, j'ai vu une pièce de Anaïs Barbeau-Lavalette qui traitait de résidents de Centre-Sud. Puis c'était plusieurs histoires, puis tout ça. Puis là-dedans, il y avait une femme trans qui âgée, là, puis elle avait fait la transition dans les années 50. Probablement une des premières personnes qui a fait ça. Et c'était Québec, rough. Ça? Ouais, au Québec, là, okay. Je veux dire, ouais. Puis ça avait été extrêmement difficile. Ses enfants, ils parlaient plus, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est... Mais c'est ça, on dirait qu'on oublie qu'il y en a eu avant, mais c'est comme, pourquoi c'est tout récemment qu'on a commencé à parler? Tu sais, comment ça, on vient d'allumer là-dessus? Parce qu'il y a certains de nos droits qui sont menacés, des libertés qui sont menacées. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des gens, tu sais, comme moi, vont prendre la parole pour justement faire comme down, parce que, tu sais, il y a des vies qui sont en jeu aussi. Tu sais, je parle beaucoup plus aux États-Unis, comme l'administration Trump qui a retiré le service militaire le droit du service militaire pour les femmes trans. Donc, il est très rétrograde. Et justement, une chose en amène une autre. Après ça, ça va être d'autres droits de d'autres communautés aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'essayer de faire comme, regarde, on n'est pas dangereuse, puis on veut autant de liberté que tout le monde, dans le fond, tu sais, d'être respecté surtout. Puis c'est comme je dis à un moment donné, dans un écrit, que je dis, tu sais, si vous comprenez pas ce que c'est la transsexualité, ce que c'est être trans, parlez-nous donc. Comme toi, tu fais aujourd'hui, comme certains médias font. Parce que la pire chose qui peut arriver dans une société, c'est que les gens prennent la parole à la place des autres, des personnes concernées. Ça, c'est la pire chose à faire. Parce que, justement, ces gens-là ne vivent pas cette vérité-là, cette réalité-là. Et ça peut être dangereux parce qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des choses à mettre en valeur, tu sais, dans nos libertés, tu sais. Fait que... C'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, je pense. C'est vraiment pour faire comme, nous aussi, on a le droit d'exister. C'est vraiment ça qu'on veut. Ouais, mais ça, j'ai de la misère à comprendre la résistance là-dessus, je t'avoue. Tu sais, là, je vais dire les gens, mais ça, c'est très large, là. C'est certaines personnes, en fait. Hashtag les gens, mais c'est certaines personnes. C'est pas tout le monde, mais j'ai de la misère à comprendre des gens qui ne voudraient pas que quelqu'un soit heureux, finalement. Tu sais, comme qu'une personne s'épanouisse puis soit complètement à l'aise avec soi-même. C'est quand même ça qu'on veut tous, tu sais, ça devrait être le but de tout le monde. Tu l'expliques comment, cette certaine résistance-là chez certaines personnes? C'est une incompréhension quelque part, qui ont de la misère à... C'est une incompréhension, c'est aussi des préjugés véhiculés sur des générations aussi. C'est vraiment, tu sais, perpétuellement, il y a des idées préconçues à propos de ce que c'est d'être trans, puis de ce que c'est la transidentité. Puis tu sais, je me souviens... moi, quand j'étais jeune, il y avait une femme trans à Baie-Saint-Paul. OK. Et justement, tu sais, des fois, j'entendais des commentaires, tu sais, comme « Hey, il y a un gars qui se déguise en femme dans cette maison-là. » Tu sais, ça devenait comme une espèce de personnage méchant. Tu sais, la sorcière dans les contes, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi avec cette personne-là que... J'avais un peu peur d'elle, malgré tout, parce que les gens autour, tu sais, là, on se met en 97, là, fait que c'est back in time, là. Mais, tu sais, j'avais peur de ça. Fait que, tu sais, puis finalement, je le suis comme ça, tu sais. Fait que je pense que les gens ont peur d'eux-mêmes. Je pense que les gens ont peur de se regarder en face puis de faire comme, garde, je pense qu'il faut apprendre à être heureux, je pense. Pour soi-même avant, tu sais. Mais j'imagine que je pense que c'est ça l'exemple qu'ont fait les personnes trans, c'est qu'on choisit de vivre la vie qu'on a toujours senti qu'on devait avoir. Puis, c'est ça, il y en a qui font du 9 à 5, qui sont pas heureux là-dedans. Ça, c'est bien confrontant, c'est ça, tu sais. Fait que je pense que c'est ça. J'imagine qu'aussi, tu sais, quand tu comprends pas quelque chose, comme tu dis, un peu comme quand tu étais jeune, il y en avait une dans le village, puis quand tu comprends pas quelque chose, c'est de faire du sens de cette affaire-là, tu sais, je veux dire, t'essaies de créer ton propre sens dans tout ça, puis ça va rarement être positif, là, on s'entend, ça va probablement être négatif, fait que c'est peut-être juste de l'ignorance, finalement. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça, tu sais, je veux dire, les gens qui, mettons, font des faux pas avec toi, ou qui sont maladroits, ou tu sais, comment tu réagis? J'imagine que c'est toujours différent, là, mais
comment tu deals avec ça? Parce que c'est sûr, ça arrive, j'imagine. Oui, ça arrive, puis dans le fond, tu le sens avec la personne si c'est de la mauvaise volonté ou si c'est vraiment juste parce que, oups, il s'est échappé ou elle s'est échappée, puis elle a, dans le fond, mégenré la personne moi-même, tu sais. Ça arrive, ça, mais tu sais, les personnes trans dont moi, je parle pas toujours pour moi, là, c'est que, tu sais, je le sais qui je suis. Puis je le sais que même si on me met genre, qu'on me dit monsieur ou peu importe, je sais que ça s'adresse pas à moi dans le sens que ça m'atteint pas. Puis c'est ça, mais dans le fond, c'est de vraiment être en relation avec cette personne-là puis faire comme, garde, je préfère que tu m'appelles comme ça parce que je m'identifie comme une femme, puis parce que je suis une femme, et oui, je suis une femme trans, mais je suis une femme d'abord et avant tout aussi. Ouais, ça, c'est une affaire que je me demandais justement, c'est que, tu sais, on t'étemple finalement, trans, mais tu sais, toi, tu vas être femme, là, c'est pas un boulet, ça, quelque part, à un moment donné, tu sais, t'aurais pas envie que... Laisse-moi tranquille avec ça, tu sais, Oui, mais c'est ça, là, quand je fais que je suis une femme trans, c'est quand je suis dans le militantisme, quand j'ai à parler de la réalité. C'est sûr. Mais d'abord et avant tout, je suis une femme, mais tu sais, j'aurais jamais eu l'expérience d'une femme cisgenre, c'est-à-dire une femme dont les organes génitaux sont féminins et à la naissance. Et donc, c'est ça, c'est que j'aurais pas ce vécu-là. Fait à quelque part, je pourrais jamais nécessairement trop me distancer de ça. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, je reste une femme. Ouais, OK. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Mais toi, t'es porte-parole de Interling, c'est ça? Oui, porte-parole d'Interling, qui est anciennement Gay Écoute. OK, c'est ça, OK. Oui, parce que les gens ont fait comme un peu d'où ça sort, ça, ça vient d'arriver, je connais pas ça. Puis finalement, c'est vraiment cool. C'est une ligne, finalement. T'appelles là si t'as des questions, des problèmes. T'appelles là, c'est un centre d'aide et de renseignement pour rediriger des personnes, les écouter aussi, qui vivent des difficultés, qui sont concernées par la diversité sexuelle et les orientations. Donc, ça peut être... parce qu'avant, Gay Écoute, c'était surtout adressé aux personnes homosexuelles. Donc là, vu qu'on voulait être plus inclusif, on a changé le nom. Puis moi, ça fait 1 an, presque 2 ans, en fait, que je suis porte-parole pour eux. Mais je ne suis pas la seule. Non, moi, j'ai vu ça. On est 4. Il y a Nicolas Ouellette, Sophie Paradis et Simon Boulris, que j'adore. Je les adore toutes, mais Simon Boulris, il est vraiment drôle. Il y a quelque chose quand même. Mais c'est quoi les services qu'offre Interling? Dans le fond, tu t'appelles là. Est-ce qu'on peut te rediriger vers des psys? Des psys, des thérapeutes, des sexologues. Tout d'abord, avant tout, c'est un centre de première ligne. Donc, c'est vraiment quand il y a une crise qui se passe, on peut appeler là. Et il y a des intervenants, des bénévoles qui sont formés. Même moi, je suis allée faire un petit topo sur la réalité des personnes trans, justement, pour faire un peu mon historique, pour voir un peu, les sensibiliser sur le fait que certaines personnes trans peuvent vivre ce genre de choses-là. Donc, de bien les diriger puis les outiller aussi sur comment bien répondre à des gens. Parce que dans un moment de crise, les gens sont sont très vulnérables. Donc, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on dit. Et aussi, c'est de première ligne, donc c'est de l'écoute, mais c'est aussi dans le fond, il y a des programmes d'intervention aussi qui se passent dans Interling, c'est-à-dire comme il y a un programme, c'est pour les violences vécues dans la communauté LGBTQ. Ça vient de sortir hier. C'est le programme Alix. Et ce programme-là, dans le fond, c'est pour justement faire dénoncer de la violence dans la communauté LGBTQ+. C'est vraiment, tu sais, de faire comme... Tu sais, le service s'appelle Alix, puis c'est pas un acronyme comme A veut dire quelque chose, L. Non. C'est vraiment pour humaniser le service parce que justement, on veut que les gens se confient à une personne, mais c'est anonyme. Puis... En gros, c'est ça. De violence en communauté, c'est un truc reconnu, c'est tabou. Là. Les gens n'en parlent pas beaucoup? Ou... les gens n'en parlent pas beaucoup, mais peu importe la violence vécue, que ce soit des personnes cisgenres ou trans, c'est dur des fois d'aller, parce qu'il y a plusieurs contextes. Mais il y a aussi le fait que, comme les personnes trans, par exemple, on est plus à risque
je peux pas dire les chiffres exacts, là, mais c'est plus de la moitié des personnes trans qui ont déjà essayé de faire, qui ont fait une tentative de suicide. Aïe, aïe, aïe. Ouais, non, je peux comprendre en même temps. Là, c'est un peu comprenable, mais c'est quand même épouvantable de penser à ça. Là. Puis ça prend des ressources comme ça. Mais tu dis que c'est des gens bénévoles qui travaillent. C'est un service ouvert 24 heures sur 24 maintenant, depuis très peu de temps. Mais dans le fond, c'est ça, c'est 24 heures. Donc, s'il arrive quelque chose à 3 heures du matin, on peut appeler. Il y a même un service de clavardage. OK. Fait qu'on est dans l'air techno. Là, mais les gens qui travaillent là, bravo, parce que, aïe, 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 tu sais, comme entendre des histoires comme ça à journée longue, d'aider, je veux dire, c'est ça, c'est gratifiant à aider, mais... aussi. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment, ils le font avec le cœur, ils le font pas pour l'argent. C'est incroyable. Ils le font pour sauver des vies, parce que des fois, j'ai entendu des histoires vraiment intéressantes. Ben, tu sais, jamais il y a de mention de nom, mais des fois, il y a des meetings pour savoir où est-ce qu'on s'en va, à quoi ça sert le service, puis est-ce que c'est correct de faire ça. Puis finalement, tu sais, j'ai des belles histoires, c'est gratifiant pour les gens, comme tu dis, puis vraiment, moi, je suis très heureuse d'être porte-parole de ça aussi. J'imagine que tu as accepté d'être porte-parole. Comment ils t'ont juste approché? C'était une petite annonce que j'ai faite pour le changement de nom officiel, puis ils m'ont approché pour faire un petit caméo, tu sais, comme en tant que moi-même dans la publicité, pour changer de nom. Puis dans le fond, ils m'ont dit hey, on s'est intéressé, on veut ouvrir une équipe de porte-parole comme 4 porte-paroles au lieu d'un seul. Puis c'est ça. Dans le fond, là, je me suis joint à l'équipe. Toi, c'est-tu quelque chose qui tient à cœur? Parce que c'est-tu quelque chose que tu aurais eu besoin? C'est-tu quelque chose que tu aurais aimé avoir, qui n'était pas disponible à l'époque? Ou... Oui, bien, moi, quand j'étais, mettons, 16 ans, 17 ans, là, je me questionnais énormément sur ce que c'était la transsexualité, puis de ce que c'était d'être une personne trans. Puis, oui, j'ai eu recours à un service. Dans ce temps-là, c'était l'ATQ. Bien, ça existe encore, mais je veux dire, c'était Marie-Marcel qui était en service, première répondante. Puis Marie-Marcel est maintenant disparue, mais c'est grâce à elle qu'on doit énormément d'avancer. Elle fait partie des pionnières au niveau de nos droits, nos libertés. Tu sais. Et c'est elle qui m'a répondu, puis que j'étais en crise, puis elle me dit, tu sais, va à telle place, puis tu sais, je t'écoute, puis moi aussi, j'ai passé par là. Fait que, tu sais, c'était un soutien vraiment... Puis j'aurais aimé ça l'avoir plus jeune, tu sais, quand j'avais vraiment des crises d'identité puis de dysphorie de genre. En fait. Fait que c'est ça. Fait que c'est ma façon, moi, de redonner au suivant. Comme ça. Puis tu sais, en tout cas, c'est important que ça existe. Puis c'est important aussi que ça se fasse de manière positive aussi. Il n'y a pas de... C'est comme tu disais tantôt, comme il y a un aspect un peu dramatique à tout ça, mais il n'y a rien de grave là-dedans. Ça prend des ressources, ça prend des... Oui, puis tu sais, des fois dans la vie, tu te dis « Ah, mon Dieu, je vais perdre tous les gens que j'aime. » Ou tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ben moi, ça m'est arrivé d'en perdre des gens. Mais à quelque part, tu te dis « Bon, ben ces gens-là, dans le fond, ils ne méritaient pas d'être dans ma vie. » Effectivement. T'en gagnes d'autres. Le ménage se fait tout seul. C'est un bon filtre. Puis les gens qui t'aiment vraiment pour ce que t'es, pour ce qui tu es, eux, ils viennent, puis quand t'es aimé pour ce que t'es. Non, puis ça, c'est hyper important. S'il y en a qui écoutent, puis qui savent pas par où pogner ça, parce que moi, je me demandais ça, justement, je veux dire, si ça m'habitait, je ne saurais pas par où pogner. Je veux dire, ça va être difficile quand même à un moment donné faut que tu comprennes ce qui t'habite aussi, j'imagine. Aussi. Ça doit être un mal-être au début, puis à un moment donné, tu le précises, j'imagine, un peu, mais ça doit être difficile de le comprendre, en fait. C'est des malaises, ça peut être justement de l'incompréhension, mais des fois, juste un questionnement, tu peux appeler, même si tu n'es pas sûr que c'est ça, tu sais. Puis juste appeler, puis des fois, ça se peut que ça ne soit pas ça, que ça soit juste ça soit une dépression qui fait que la vie, c'est de la merde. Mais ça, je veux dire, une dépression, je ne saurais même pas comment me diagnostiquer ça non plus. C'est quand même difficile. T'es comme, tu sais, tout est une montagne, mais je suis vraiment en dépression, tout ça. C'est quand même compliqué, là, tu sais, comprendre le cerveau humain. C'est ça, puis ça coûte rien à appeler. Fait que, tu sais, dans le fond, tu perds pas toi, mais tu sais, je veux dire, si ça va pas, n'importe qui peut appeler, puis ils sont contents, puis ils sont rassurés. Mais aller voir un psy, ça, c'est une des bonnes options, ou ils ne sont pas nécessairement formés pour ça, ou tu sais, comment ça... Il y a les sexologues qui tendent à être beaucoup plus... Ah ouais? Parce que ça a rapport aussi à la sexualité, l'identité, la sexualité, mais c'est deux choses carrément différentes. Mais
moi, en tout cas, les sexologues que j'ai consultés avaient une formation avaient une formation sur comment dealer avec des personnes trans, puis c'est quoi la transsexualité, puis pour vrai, ils ont toujours fait du bon travail. OK. Fait que ça serait plus niveau sexologue que psychologue, carrément. Oui, ça peut être psychologue pour commencer, pour voir qu'est-ce qu'il y a. Puis après ça, sexologue si on a besoin d'un soutien pour la transition. Puis... Ouais. OK. Mais toi, on t'a connu avec le film que je nommerai pas le nom, parce que c'est trop long. Il est long, hein? Il est aussi long à chaque fois, je viens pour le dire, je le rate. Mais c'est ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Voilà. Toi, tu es capable de bien le dire. Mais... Ça, c'est quoi d'ailleurs? T'as-tu su un peu c'est pourquoi ils ont choisi un titre aussi long? C'est-tu un genre pied de nez, un clin d'œil, faire chier? Non. C'était pas pour faire chier. Non, mais je comprends, là, mais tu sais, c'est un peu... il doit y avoir quelque chose un peu baveux là-dedans. C'est sûr que le titre, il y a une recherche en arrière de ça. C'est un extrait de poésie de Saint-Just. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, j'aime dire que le titre est aussi long que le film. C'est vrai que le film était long. Puis, c'est quand même 3 heures. Puis, Ouais, c'était un film. Ici, il y avait un aspect contemplatif. C'est très poétique, artistique. Ouais. Edgy. Il y a beaucoup de prise de risque là-dedans, de prise de liberté. C'est un film que j'ai aimé tourner, par exemple. Ouais. Puis le défendre, le présenter. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de bashing au sujet de la communauté estudiantine qui, dans le fond, revendiquait dénonçait le fait que c'était pas représentatif de ce qui s'était passé dans le printemps érable. En même temps, c'est une fiction, tu sais. C'est ça, c'est une fiction. Et c'est basé sur ce qui se passe dans l'actualité à ce moment-là. C'était en 2012. Puis là, on se projetait aussi 3 ans plus tard, mais c'est aussi... On y va du niveau sociétal. On ne va pas juste du niveau de la crise étudiante parce que, de toute façon, le mouvement du Carré Rouge, des Carrés Rouges, ça s'est révélé être un mouvement de société, pas juste d'une certaine classe. C'est un malaise. Il y avait des gens de 70 ans dans les rues, comme il y avait des gens de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans. Fait que, ça a été multigénérationnel. Puis, pour vrai, je suis consciente que oui... selon certains arguments, il y avait peut-être raison, mais en même temps, il n'y avait jamais eu une promesse que ça allait être un documentaire. Puis moi, quelque part, je me dis, si quelqu'un veut en faire un sur le printemps érable, qu'il le fasse, puis vraiment, ça serait vraiment cool. Parce que ça, c'est de la fiction. Fait il y a une différence, il y a une nuance à faire. C'est vrai qu'il y aurait vraiment un très bon documentaire à faire là-dessus, parce que c'était un événement, un événement important. Puis moi, je considère que c'est une grosse cicatrice dans l'histoire du Québec. Là, il s'est passé des affaires épouvantables. On a comme étouffé ça. On a fait semblant que gars, c'est réglé. Mais en tout cas, moi, chez les jeunes... On retombe comme dans une léthargie après avoir donné autant d'énergie. C'est comme si après ça, on fait « Ah, fuck off ». Je le comprends un peu aussi, dans le sens que, tu sais, je veux dire, ça a été les plus grosses manifestations de l'histoire du Québec. Puis le résultat de ça, il y a eu quand même des résultats de ça, mais quand même, ce qui s'est passé, c'est beaucoup de violence. Toi, en fait, t'étais-tu... J'étais à Québec, moi. OK, t'étais à Québec. Est-ce que tu étudiais ou... J'étais en dépression, puis j'étais en grosse crise d'anxiété généralisée. J'avais pas d'emploi pendant 3 ans. Juste aller au dépanneur, pour moi, c'est une aventure. Fait que, je me serais mal vue aller dans les rues, puis, avec toutes les polices, puis ces affaires-là. Mais surtout que c'était déprimant, en plus, c'est déprimant, cette période-là. Parce que là, il y a comme une grosse ombre sur le peuple. C'est une grosse main qui veut t'étouffer tes droits, tes revendications. Puis, moi, je me dis, la voix du peuple, c'est une voix importante. Je veux dire, c'est seulement une petite élite qui prend des décisions, mais je veux dire, pour toute une société, fait que, quelque part, ils devraient entendre. Ouais, mais ce que d'ailleurs, beaucoup les radios de Québec disaient à l'époque, que la vraie majorité, le vrai peuple, c'est pas ça qu'ils veulent, puis tu sais, l'espèce de la fameuse majorité silencieuse, là, finalement, là, tu sais, c'est eux qu'on devrait écouter finalement, et non ceux qui sont concernés par la problématique. C'est ça. Mais t'étais à Québec, pourquoi juste... Moi, j'ai vécu à Québec 7 ans. Dans le fond. Vu que tu étais proche Charlevoix. Puis... Oui, j'ai déménagé à 24 ans, dans le fond, parce qu'il y a eu le film des Révolutions. Je dis les Révolutions, sinon ce serait trop long tout le temps. C'est parfait. T'aurais genre 5 minutes à couper. Puis
Fait que dans le fond, j'ai déménagé, j'ai fait des auditions, puis j'ai été prise pour faire ce rôle-là. Et c'est ça, pour le film, c'était 2 mois de tournage, étalé sur 2 mois. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais déménager. Tu sais, je venais de sortir d'une grosse relation houleuse. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais comme plus intéressée à être dans la même ville parce que j'ai tellement eu d'amour pour cette personne-là que, ça m'a fait souffrir. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis partie à Montréal, puis finalement, c'est là que je me sens le mieux. OK, ouais, mais ça fait que finalement, ça a vraiment été un switch, là, ce film-là. Là. Ça a été une bénédiction dans ta vie. Oui, puis ça a été ma façon à moi de contribuer d'endosser le pas de ces gens-là qui sont sortis, qui ont eu l'audace puis le courage de sortir dans les rues malgré les manifestations, pas les manifestations, mais la violence. La brutalité policière, oui. La brutalité, oui. Mais comment ça s'est passé, les auditions? T'as reçu ça? Comment t'as eu le call? Je veux dire, comment ça s'est rendu jusqu'à toi? C'est vraiment particulier parce que je m'attendais vraiment pas à tomber là-dessus. C'est vraiment dans un groupe Facebook, Mathieu Denis et Simon Lavoie, les 2 réalisateurs, pour faire le repérage de qui allait être la personne trans, ils ont décidé d'aller aussi dans des groupes de personnes trans. OK, carrément. Pour aller envoyer des publicités, des recherches. Mm-hmm. Et finalement, je suis tombée là-dessus, puis j'ai fait, je viens de perdre l'amour de ma vie, j'ai pas de job. J'aurais pu faire, c'est pas pour moi ça, tu sais, fuck, je vais juste me contenter d'être triste puis d'être un peu zombie, tu sais. Puis finalement, j'ai fait, j'ai plus rien à perdre. Fait que pourquoi pas? Ouais, j'avoue, mais c'était toujours c'est une bonne manière de voir les choses, mais en même temps, c'était un gros move à faire parce que c'est un... Mais je savais pas dans quoi je m'embarquais, je pense. C'est ça qui m'a aidé. OK. T'avais pas lu le scénario avant, tu sais. Oui, j'avais lu le scénario. Ah ouais, OK. Mais je savais pas... au complet ou... en fait, j'ai eu mes 2 scènes qu'il fallait que je fasse. OK. Puis après ça, quand j'ai été sélectionnée, ils m'ont donné tout au complet. Puis... Comment tu t'es sentie quand t'as lu ça? T'as-tu fait combien? T'as-tu eu des hésitations? Je veux être là-dedans. I want to be part of it. Super. Parce que j'étais là, je disais à mon ancien copain, j'étais là, non, mais tu comprends pas, là, il faut vraiment que je sois là-dedans. Là. Parce que j'étais là... Parce que moi, le personnage, il était porté par la poésie. Ouais, puis... À vie des choses. Je sais pas si tu l'as vu. Ah ben oui, je l'ai vu. Ouais, OK. C'est ça, à vie des choses pas faciles. Puis à un moment donné... c'est ça, elle se réfugie dans la poésie. Mm-hmm. Puis, tu sais, elle fait comme... Il y a beaucoup d'analogies aussi à se redonner naissance en tant que personne trans, qui décide un peu de tuer symboliquement la personne qu'on était avant, tu sais. Ouais. Puis là, c'était de la poésie de José Yvon. Puis là, j'étais comme, moi, je tripe vraiment sur cette poésie-là. Tu sais, j'aime beaucoup de sortes de poésie. Marie Huguet, Anne Hébert. Puis pour vrai... Je pourrais en nommer plein. Ouais. Mais la poésie de Denis Vanier, de José Yvon, pour moi, c'est quelque chose qui va chercher d'autres choses dans les tripes, tu sais. Puis là, de lire ça nu, tu sais, de déclamer ça, j'étais comme... Je me suis rendu compte le premier jour du tournage. Quand tu le fais, c'est autre chose. J'étais là... Pourquoi? Puis là, je ne pouvais plus retourner. Le contrat était signé. Mais je voulais pas retourner. Non, mais je comprends, mais en même temps, c'est ça. Ça a été une des premières scènes. Hein? Pardon? La scène de danse nue. Là. Ah, ça, c'est rough, là, quand même. Là, là j'étais là. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens partout. Là, c'était pas c'est un close set. Il appelle ça un close set. Mais beaucoup de gens. Mais pour moi, être tout nu, genre, c'est juste dans l'intimité. Puis là, t'as des grosses caméras, puis c'est des grosses caméras, puis c'est des gros close-up. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que ça m'a tellement aidé à dépasser certains malaises que j'avais avec mon propre corps. Ouais. Puis, tu sais, ma dysphorie, ça, c'est l'inconfort qu'on a, dans le fond, quand il y a un clash entre comment on se sent puis nos attributs. Puis, dans le fond... là, ça a été thérapeutique, je te dirais. Ah, c'est sûr que ça a dû C'est une grosse thérapie que j'ai vécue devant plein de monde. Ouais. J'imagine qu'après ça, je veux dire, toutes les autres journées de tournage, comme ça va bien aller, là. La glace est cassée. La glace était vraiment cassée, même que dans cette scène-là, j'arrache un mur. Oui, je sais. C'est vraiment le fun. Ça défoule. Mais j'avoue que, tu sais, en même temps, en y pensant, pour toi, c'était Target en maudit, là. C'était vraiment fait pour toi, ce rôle-là. Pas mon propre rôle, parce que j'ai pas été travailleuse du sexe. Non, je comprends. Mais je jouais ma propre vie, dans le sens, au niveau de tout ce qui est le struggle, de tous les déchirements vécus, le personnage le vit aussi. Puis, tu sais, moi, ça faisait 2 mois que je venais de rompre 7 ans de relation, de mettre fin à 7 ans de relation. Puis là, je me suis dit, je vais tout donner là-dedans, je vais passer mon deuil là-dedans. Tu t'investis, là. C'est corps et âme, vraiment. Parce que là-dedans, j'étais avec Charlotte Aubin, Laurent Bélanger, puis Emmanuel Lucie Martinez. Puis
moi, je suis une petite fille de campagne qui rêvait d'être actrice, mais qui pour une raison de dysphorie de genre, puis j'ai commencé à faire de l'acting, j'étais un gars. Ben, je pensais que j'étais un gars, puis ben, ce que je voyais à la caméra, ben, ça clashait avec qui j'étais. Puis pour vrai, c'était un gros inconfort physique là, que ça me faisait. Ah ouais, hein? Fait qu'à contre-cœur, j'ai renoncé à ce rêve-là, tu sais. Puis je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce que je vais faire? Fait que je me suis tournée dans les cosmétiques. Je me suis tournée dans quelque chose parce que je voulais apprendre à me maquiller. Ah ouais, j'avais pas honte, mais je voulais pas demander à des gens, tu sais. J'aime ça faire mes choses toute seule. Puis ben, j'ai appris ça, puis j'ai travaillé 10 ans dans le domaine des cosmétiques. OK. Mais t'as toujours voulu jouer, par exemple? Oui. OK. Ben justement, hein, on le dit, jouer. C'est ça. C'est de jouer, on s'amuse. Pour moi, c'est de m'amuser, c'est de... Tu sais, quand j'avais 4-5 ans, je personnifiais des personnages... Ben, je campais des personnages féminins, puis tu sais, j'étais tout le temps dans l'émotion, tout le temps, tu sais, je jouais toute seule souvent, puis tu sais, je créais ma crowd, là, tu sais, je créais, dans le fond, d'autres personnages qui me donnaient la réplique, tu sais. Puis finalement... ben c'est ça, tu sais, je suis contente d'avoir réussi, malgré tout, que la vie, 8 ans plus tard, m'a comme fait, t'as une autre chance, puis prends-la. Puis... Ouais, c'était un beau timing. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait qu'avant, à quelque part, tu jouais à être quelqu'un qui n'était pas toi? Il y a quand même ça, j'imagine. J'aime ça que tu fasses cette analogie-là, parce que c'est vraiment ça. Ouais. Quand on n'est pas en accord avec notre identité n'est pas en accord avec le genre auquel on a été assigné à la naissance, ben ça fait en sorte que toute notre vie, à partir du moment où on sort de chez nous, on joue un rôle. Ouais, que ce soit chose, en famille, que ce soit avec les amoureux, les amoureuses, il y a toujours cette... C'est comme si il fallait tout le temps que tu te concentres à être toi, mais un autre toi, puis c'est pas toi. T'sais. Ouais. Puis c'est vraiment essoufflant. Soit tu arrives chez vous, puis à avoir essayé de bloquer qui t'es toute la journée, ben t'es épuisé. Tu arrives dans le lit, puis t'es comme... tu dois être libéré là, quand tu peux enfin complètement être toi-même. Tu sais, juste pour te donner un exemple de comment c'est libérateur, c'est quand j'ai fait mon coming out en tant que personne homosexuelle. Ben, je suis une personne hétérosexuelle, mais vu que j'étais un gars attiré par les gars, ben je pensais que j'étais homosexuelle. Fait que dans le fond, je pensais vraiment que ça allait être ma délivrance. Tu sais. OK, ouais, j'imagine, j'avoue. Puis, tu sais, j'en ai vu des amis qui ont fait leur coming out, puis qui étaient comme ça fait tellement du bien, tu vas voir, mais que tu le fasses, non. OK, ouais. Puis finalement, c'était mort pour moi. Pas pantoute. Là, j'étais là, what the hell? Tu sais, j'étais comme... Je suis pas tombée dessus, j'ai pas le doigt à la bonne affaire. Passe, puis je savais pas c'était quoi qui se passait. Fait que j'étais comme, merde. Je suis foutue, tu sais. Puis finalement, je me disais, ben c'est ça. Fait que j'avais des idées suicidaires parce que je me disais, si ça m'aide pas, qu'est-ce qui va m'aider? J'avais pas les ressources. Mais c'est pour ça que c'était important d'en parler. C'est pour ça. Mais c'est important de parler tout court, en général, de ce qui nous habite. Tu sais, on est doté de la faculté de parler, tu sais, comme mammifères, là, on parle, nous autres. Mais il faut en profiter, tu sais. Mais il y a des gens qui parlent et qui disent rien non plus, tu sais. Je veux dire que c'est du vent ou c'est de la haine, c'est de la propagande. Puis... Ouais. Mais c'est fou. Mathias, je vise personne. Non, je sais. Mais je pense à ça parce qu'il y a quelqu'un en humour, aujourd'hui, en fait, qui s'est suicidé. Puis c'était ouais. Je le connaissais pas personnellement beaucoup, là, mais c'est des amis d'amis. Tu viens d'apprendre ça? Mais je veux dire, c'est pas un ami personnel, mais c'est quelqu'un que, de ce que je connaissais, tout le temps heureux, tout le temps de bonne humeur, une famille, puis tout ça, puis tu fais comme, oh mon Dieu, mais cette personne-là n'a jamais parlé de ce qu'il y avait à l'intérieur, puis c'est tellement important. Là. Oui, si on n'est pas capable de parler, au moins écrire pour soi-même. Ouais. Juste sortir ça. Toi, tu fais ça? Oui. T'as fait ça? J'ai fait ça longtemps. Puis c'est de sortir ça, puis de faire comme, il faut que tu mettes le doigt sur ce qui se passe, puis sur ce que tu vis. Puis c'est vraiment triste. Puis il faut se méfier des personnes super heureuses. Oui. Mais pas dans le sens qu'ils sont méchants. Non, mais c'est justement, c'est que... Des fois, c'est un masque, on se camoufle. On fait comme, tu sais, ça va, puis tu sais... Ouais, on compense. On joue. Ouais, on joue un personnage devant les gens. Puis moi, ça m'est arrivé tellement souvent, mais... Tu sais, des fois, je regardais des photos de famille, puis j'avais l'air morte. Ouais. Fait que, tu sais, je me disais, j'ai même pas besoin de parler. Tu sais, ça parle de soi-même, mais il y a des gens qui vont tout faire pour se réfugier dans le travail, tu sais, du 9 à 5 qui s'étire jusqu'à du 9 à 9, puis se coucher d'épuisement. Fait que, tu sais,
moi, je prône le fait de communiquer, puis de se communiquer à soi-même aussi, ce qu'on vit, tu sais, parce qu'on est souvent dans l'évitement, puis dans... Mais ouais, toi, ça a été l'écriture, écrire, j'imagine, c'est quelque chose, il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans, mais ça me fait penser au fait que, tu sais, je veux dire, au Québec, il y a comme 53% d'analphabètes fonctionnels, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup du malheur des gens là-dedans. Tu sais, quand t'es pas capable d'écrire, tu sais, si t'as pas le vocabulaire pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, ça va être terrifiant. Ça doit être une espèce de malaise que t'es pas capable de cerner. Donc, mais je crois que ces personnes-là développent une autre sorte de poésie, si je peux dire, de comment s'exprimer, puis... Mais c'est sûr que ça doit être frustrant. Personnellement, je ne connais pas de personnes analphabètes, mais je connais des gens qui en connaissent. Puis, c'est très dur. Tu sais, quelqu'un qui n'est pas capable de lire son journal ou de signer son propre nom pour des documents administratifs, par exemple, des décisions, des bails ou des affaires comme ça, tu sais, ça doit être très lourd à porter. Tu sais. Mais j'ai une amie qui fait justement de l'alphabétisation. Ah ouais, OK. Avec des gens comme ça, puis elle les aide, puis c'est à travers la poésie, puis cool. C'est vraiment inspirant. Bravo. Fait que, toi, l'écriture, ça a été très important. Est-ce que tu écrivais de la poésie jeune ou c'est récent que tu t'es plongé là-dedans, que tu t'es commis là-dedans? Ben, je sais plus c'est qui a dit ça. C'est Nelly Arcan, mais je sais pas. Mais je pense que oui, elle dit « Sans l'écriture, je suis rien ». Puis c'est un peu ça, moi aussi, dans le sens que si je suis sur une longue période que j'écris pas, j'ai l'impression que j'existe pas. Que j'ai l'impression que ce que je vis vaut pas la peine d'être écrit ou peu importe. Fait que, tu sais, je suis comme tout le temps dans « mais il faut que j'écrive ce qui se passe. Il faut que j'écrive parce que c'est ma façon à moi d'exister, tu sais, avant toute chose. Parce que c'est ma façon d'être seule avec moi-même puis de m'exprimer à travers le monde. » Ouais. J'ai eu Jean-Jacques Pelletier ici, qui est un auteur, puis tout ça, puis il disait qu'il écécrivait pour savoir ce qu'il pensait. Oui. Il y a quelque chose là-dedans, lui, c'est il vrai. doit faire un peu de l'écriture automatique, j'imagine. Non, mais c'était comme... lui, il écrit des thrillers, mais il écrit aussi... Mais c'est des romans, il écrit aussi des essais, puis tout ça, puis il disait que dans ses essais, tu sais, des fois, tu as une conception du monde qui est un peu tout croche. C'est le chaos dans le monde actuel, on s'entend. Fait que lui, tu sais, prenait les affaires, il les mettait ensemble, puis il structurait ça, puis il était comme, OK, ça, c'est ma pensée, ça, c'est ce que je pense. C'est de fignoler sa propre pensée, essayer de faire du sens du monde dans lequel on vit, à quelque part. C'est ça, l'écriture, là, tu sais. Je suis en train de dire, si les vidéos de chats sont si populaires, c'est peut-être pour ça, parce que ça va vraiment mal. Ben, tu sais, écoute, c'est rassurant, une vidéo de chat. Là. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui peut se passer que des affaires cute. Mais tu sais, je suis en train de me dire, c'est ça, c'est que ça va vraiment pas bien. Non, ça va vraiment crissement pas bien, on peut le dire. Moi, comment tu vis ça, toi, ce climat actuel-là? Là? Bon, là, on a eu la loi 21 là, qui a été passée sous bâillon. Mais moi, je fais un combat à la fois. Parce que non, je comprends. Je suis comme, si je suis divisée, ça marchera pas. Non, je comprends, mais cette espèce de climat actuel-là... Là, c'est mon rose. C'est la CAQ, là, puis le... Ben là, j'ai vraiment l'impression qu'on ressemble de plus en plus aux États-Unis. Ouais, ben ça a l'air que c'est global. Dans tous les pays, en ce moment, il y a une espèce de relent, cette espèce de droite. Les extrêmes sont de pire en pire. Parce que la peur, c'est la peur de l'autre, c'est la peur de... que ce soit les personnes, les religions, que ce soit les identités. Ouais. Tu sais, c'est la peur de l'autre. Je pense que quand on va vraiment s'asseoir ensemble puis qu'on va faire, regarde, t'es comme ça, t'es différent. Puis, that's it. Mm-hmm. J'aimerais tellement ça, que ça soit aussi simple que ça. Ouais. Je suis utopiste, mais crème. Ouais. Tu sais, je me dis... Il me semble qu'on a d'autres choses à parler. Pourquoi? Tu sais, la Terre est en train de s'en aller, là, tu sais, dans le sens les changements climatiques, qu'on ne devrait plus appeler changement, mais crise climatique, parce que là, on est vraiment dans le point rouge, là, tu sais. Puis, tu sais, on devrait parler de ces choses-là, tu sais, à la place de parler de, ben, toi, t'as un voile, toi, t'en as pas, toi, t'as pas le droit d'aller là. Tu sais... Ben, c'est peut-être aussi, justement, c'est peut-être relié tout ça. Tu sais, les problèmes sont tellement gros, sont tellement durs à attaquer qu'on se dit comme, ben là, qu'est-ce que je peux attaquer là, qui est vraiment plus simple pour moi, là, tu sais, où c'est que je peux mettre ça, cette espèce d'angoisse-là que j'ai à l'intérieur, puis que je vais sentir que j'ai un impact, là, tu sais, créer des espèces de petites lois, discriminer les gens, puis j'imagine qu'il y a un peu de ça, là, c'est trop gros peut-être qu'on a l'impression qu'on est plus, on sait pas par où prendre ça, je sais pas trop.
Non, c'est ça, je sais pas non plus. C'est peut-être pour ça que les films de super-héros aussi sont si populaires. Ouais, ça nous prendrait une personne avec des... On va tout régler ça, là. Quelqu'un en spandex là, qui vient tout nous régler ça. Mais ouais, moi, je conseillerais justement, comme tu dis, aux gens d'écrire leurs pensées, d'écrire qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur. Avec toi, mais moi, je pense que tu ne m'as pas répondu. La poésie, quand est-ce que tu as commencé, commencé ça exactement? Ça a commencé, j'avais 15 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Tôt, là. Ben, quand même tôt, mais j'ai commencé à écrire, moi, mon premier roman de science-fiction. Je faisais la science-fiction. OK. Ah ouais. Puis, premier roman de science-fiction à 11 ans. Okay. J'avais une histoire vraiment complète. Je tapais à l'ordinateur. Puis... Très motivé. Oui, très motivé. Puis finalement, j'ai écrit plusieurs autres histoires fantastiques. Tu sais, j'étais jeune. Fait que, ben, je veux dire, il y a des gens d'un âge plus avancé qui écrivent du fantastique. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont pas avancés, évolués. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, de mon côté, c'était ça qui m'attirait vraiment à cette époque-là. Puis, j'ai commencé ça, j'ai aimé ça, mais après ça, je suis tombée dans la poésie où est-ce que je pouvais vraiment parler de ce que je ressentais. Ouais. Puis, je trouvais que c'était plus abstrait, mais en même temps plus précis. Ouais. Au niveau de ce que je vis. Tu sais, c'est abstrait, la poésie. Ouais, c'est très étrange, la poésie, pour ça. C'est des mots mis ensemble qui décrivent finalement une émotion qui n'a pas de mots dessus. C'est comme c'est essayer de bricoler comment tu te sens à l'intérieur, comme décrire un moment ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose d'extrêmement fort là-dedans qui est... Je sais pas en fait pourquoi c'est pas plus populaire que ça, la poésie, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant là-dedans. Je dis que c'est pas populaire. Il y a comme un buzz en ce moment, il y a un retour là, de la poésie, genre l'impression. Je trouve que ma génération, 25-35 ans, là, tu sais, 20 ans aussi, je trouve qu'il y a un essor de la poésie vraiment contemporaine, urbaine, actuelle, tu sais, vraiment... J'ai remarqué ça, puis tu sais, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont connus, qui sont des poètes, qui sont des écrivains, qui sont... dans ma génération, tu sais, puis qui vont comme ça. Puis... Il y a beaucoup de soirées aussi de poésie à Montréal. Je ne sais pas si tu les fréquentes. À chaque soir, je pense qu'il y a une soirée de poésie à quelque part. C'est fou, là. Oui. Quai des Brumes. En tout cas, il y en a plein. Tu sais, à Québec, je sais qu'il y avait juste une place ou deux. Okay. Puis ici, à Montréal, c'est comme le lundi soir. Comme là, dimanche, je vais faire un truc de poésie. Tu sais, même le dimanche. Ouais. Non, c'est fou, là. Il y a vraiment un buzz en ce moment. Je parlais de ça avec Violette Pie. Il me disait que... En fait, on se disait comme... Tu sais, je veux dire, être poète... c'est vraiment, tu sais, un don de soi quelque part. Je veux dire, tu fais pas ça pour le cash. Tu fais ça pour les bonnes raisons. Là. Officiellement, c'est les bonnes raisons. Si quelqu'un nous écoute, les gens vont nous écouter, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas s'attendre à faire full d'argent, mais tu peux t'attendre à rejoindre des gens, tu sais. Oui, c'est communiquer. Certaines choses. Moi, avec les secrets de l'origami, j'ai eu plein de commentaires sur des gens qui disaient « Hey, merci d'avoir mis des mots sur ce que je vis. Mais c'est tellement ça ce que j'ai vécu, ma rupture. C'est tellement ça, Puis ça fait du bien, tu sais. Faire du bien, ça fait du bien. Ouais. Et quoi j'ai lu ton recueil que j'ai trouvé très bon. Ben oui, quand tu m'as dit ça, j'étais comme « Ah, wow! » Mais écoute, il y a quelque chose de très personnel dans ta poésie quand même. Très... tu parles de tes relations, il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça, tu te commets, mettons. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'écrire des trucs puis de faire comme... Puis même si genre, ça a été imprimé puis relire, faire comme « Ah, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais pu garder ça privé. » Tu traces-tu une ligne, une limite ou tu y vas all-in quand t'écris de la poésie? J'y vais all-in. La poésie, il faut y aller all-in. Ah ouais? Sinon ça se fait pas? Non, il faut vraiment que tu y ailles puis que ça vienne te chercher ici puis que t'es comme... faut que ça fasse mal un peu. Ah ouais? Mais le cas des peurants, justement, là-dedans, des fois, en lisant tes poèmes, j'étais comme, oh shit. Ah, t'as eu peur? Non, j'ai pas eu peur, mais c'est dans le sens que j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, ça, c'est let's go, on y va, là, carrément. Puis ça peut, en tout cas, ça peut donner le vertige un peu, j'imagine. Là. Bien, écrire, c'est un vertige pour moi, sans cesse, mais c'est un vertige que j'aime. Tu sais, comme. C'est comme une genre de montagne russe, tu sais, quand tu pognes la petite côte là, qui fait... Ouais. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment... c'est cette petite côte-là que je recherche. Parce que, tu sais, j'ai quand même déjà lu de la poésie où je sentais que les gens, ils se cachaient derrière leur poésie. Des fois, tu peux te cacher derrière des mots, ça peut sonner bien, ça peut être beau, ça peut être imagé, puis tout ça, mais
les gens ne commettent pas nécessairement, mais toi, en même temps, je veux dire, peut-être je me trompe, c'est peut-être pas carrément toi. Il y a peut-être une part de fiction là-dedans, un peu? Non, mais c'est l'ouvrage poétique le plus près de moi. Ah ouais? Oui. J'ai déjà écrit un autre recueil avant, quand j'avais 16-17 ans, puis j'ai publié à 25 ans. C'est ça. Puis je faisais des histoires. J'étais plus une conteuse qui inventait des histoires, mais en même temps, ça travaillait mon côté actrice, tu sais, de me mettre dans la peau de certaines personnes. Mais là, je me mettais dans ma peau parce que, il y a tellement de choses que j'ai vécues en dedans de 3 ans, sur plein de ruptures, des deuils, des affaires comme ça, que, je me suis dit, je vais en faire quelque chose d'éducatif par la bande. Ouais. Si je partage mon vécu puis ça rejoint du monde, ça peut peut-être aider. Ouais. Fait que... Ouais. Mais il y a des phrases, tu sais, coup de poing, là. Bon, en tout cas, moi, celle qui m'a marqué, c'est je fais dur, mais au moins je fais quelque chose. Je trouve que c'est extrêmement puissant, ça. Puis je veux dire, en même temps. J'aimerais ça avoir un chandail de ça. Ça serait écœurant. En même temps, je veux dire, ça parle de ton expérience, tu parles de toi-même, mais ça rejoint tout le monde aussi. C'est ça qui est fucké. Des expériences personnelles difficiles, ça peut éliminer tout le monde. Puis tu sais, cette phrase-là qui t'a vraiment touché, elle est au début du recueil, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour faire comme, regarde, ce qui va suivre, gang, c'est vraiment pas le fun, mais au moins, je suis contente d'être vivante, je suis contente de vivre, puis d'expérimenter des affaires, puis, tu sais, d'être dans la totale léthargie de rien faire, puis d'être victime de son propre destin. Je trouve que c'est là que c'est plus fatal. Fait que, tu sais, d'être dans l'action, de faire quelque chose au moins. Ouais. C'est quelque chose que tout le monde peut relate quand même. Là, on a tous cette espèce de... À un certain niveau, là, on a tous à l'intérieur, on se sent tous comme OK, on sent... C'est ça que j'ai réalisé en lisant ta poésie à quelque part, c'est que, oh mon Dieu, je pensais pas comme relate à ce point-là à des trucs qui, je veux dire, ça part pas de moi, là, mais en fait, on a l'expérience universelle du mal-être, puis des expériences amoureuses un peu extrêmes. Je veux dire, c'est beaucoup de ma génération aussi, là, je lisais ça là-dedans, on est dans les extrêmes, on veut vivre des expériences, on veut vivre des affaires, là, puis que ça soit intense, puis ce qui vient avec ça, des fois, c'est comme de l'angoisse intense aussi. Là, ça parle beaucoup de... Puis, tu sais, ce que j'ai remarqué d'une certaine portion de ma génération, c'est qu'on vit beaucoup de relations back-à-back. Tu sais, on prend pas le temps d'analyser ce qui se passe. Puis souvent, mais ça fait que on refait des erreurs ou tu sais, on répète des schémas, des comportements nocifs. Tu sais. Fait que, moi, c'est ça, avec ce recueil-là, je me suis dit, bon, mais avant de m'embarquer dans une autre histoire qui n'ira pas bien, je vais écrire celles qui n'ont pas été bien avant. Okay. C'est ça. C'était une manière de faire le point, puis aussi un point de départ pour une nouvelle vie. Une nouvelle vie à quelque part, OK. Faire la paix. J'aime ça, faire la paix. Ouais. Puis c'est ça, je suis utopiste. J'aimerais que personne ne se chicane dans la vie. Là. Tu sais, quand j'étais jeune, j'aimais pas être en chicane. Même si c'était pas moi qui avait du tort, c'est moi qui s'excusais, ou peu importe, j'aime pas ça. Fait que là, c'était de faire la paix avec moi-même, faire la paix avec des erreurs que j'ai faites. Puis on est tous humains. Fait que... Après ce recueil-là, est-ce que tu as trouvé un peu de calme, un peu de paix intérieure, un peu de renouveau dans ta vie, ou ça t'a été un catharsis que... Mais c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, quand tu fais un recueil de poésie, tu travailles énormément après sur la recorrection avec ton éditeur, puis tu t'es vraiment plongé dans ton travail tout le temps. Puis après, c'est la promotion. Puis là, c'est de revivre encore tous ces textes-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, oh là là, tu sais, tu vis encore ces 5 ans-là, pendant longtemps. Puis après ça, tu te dis, ça fait partie du processus pour passer à autre chose. Tant que c'est pas fait, ça, cette promotion-là ou cette libération de la poésie de façon verbale, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque. Ouais. Mais est-ce que tu as cette espèce d'affaire-là d'artiste un peu là aussi, là, quand même? J'en connais beaucoup d'artistes là où que, si tu veux, après ça, tu sais, pour continuer à écrire de la poésie, as-tu l'impression qu'il faut encore que tu vives des expériences difficiles, des expériences extrêmes? Est-ce que, tu sais, des fois, on se met soi-même les pieds dans les plats pour vivre des affaires? J'en connais, là, des gens qui font ça. Je l'ai déjà fait. Est-ce que tu as ça à l'intérieur de toi ou que, tu sais, les artistes, on est intenses quand même, là, on est dramatique, puis c'est difficile. Quand j'étais jeune, ma soeur, elle me disait, on jouait à des jeux, puis elle disait... Ah, là, t'es trop dramatique. Tu sais, elle dit, sois dramatique. Puis là, je faisais de quoi de dramatique, puis ça venait que je pleurais ou peu importe. Puis elle disait, t'es trop dramatique, là, Gabi. Fait que, tu sais,
c'est dur, mais des fois, moi aussi, je me disais, est-ce que je vis pour vivre, est-ce que je vis des choses pour écrire ou j'écris pour vivre des choses, ou tu sais. Ouais. C'est laquelle portion est. C'est-tu 50-50? Ouais. Je dois admettre que des fois... T'as-tu résolu ce questionnement-là? Tu sais pas? Ben, je sais que je vis des choses pour comprendre des choses. Ouais, des fois, je me mets volontairement dans des situations où est-ce qu'il faut que je comprenne quelque chose, que j'aille jusqu'au bout de quelque chose pour pouvoir comprendre, mettons, un certain comportement. Parce que quand j'étais jeune, je voulais être psychologue. OK. Puis on dirait que c'était comme... Tous les emplois que j'ai voulu faire, ils se retrouvent dans cette facette-là de l'écriture. Tu sais, Ouais. Mais toi, en plus, t'es actrice, puis moi, les acteurs-actrices que je connais, ils sont aussi dans le provoquer, vivre des émotions. Tu sais, c'est important pour eux autres parce que c'est un outil après ça. Fait que, tu sais, des fois, ils vont dans des zones que t'es comme, on n'était pas obligé d'y aller, mais OK, on va y aller parce que faut qu'il se passe de quoi. Faut pour camper des personnages. Faut développer la palette intérieure. C'est ça, c'est tout le temps la même couleur, c'est plate. Ouais. Est-ce que c'est un aspect qui peut être difficile, toi, au jour le jour, ou est-ce que tu, des fois, dramatises volontairement? Je pense que je vais vivre avec mon intensité. Je pense que, tu sais, j'ai 29 ans bientôt, puis si ça avait été à être réglé, je pense que ça aurait été réglé avant. Ouais, bien aussi, en même temps, tu as trouvé un moyen de t'en servir puis de faire de l'art avec ça. Toujours c'est ça qui est prendre important. le meilleur de tout ça. Puis, tu sais, même quand je faisais de l'anxiété, pendant 3 ans, je dormais pas, grosse anxiété, insomnie, j'étais là, je peux pas me débarrasser de toi, ma belle, ben, tu vas être ma meilleure amie. Ah ouais? Fait que là, j'ai commencé à tricoter. Yes! Yeah! Puis, ça calme. C'est méditatif, en tout cas. Ça, c'est clair. Puis je faisais des tricots, je faisais des foulards, même en plein été. Puis j'étais là, bon, ben, je vais rendre mon anxiété productive. Fait que je faisais quelque chose. Ouais. Fait qu'après ça, c'était comme, tu sais, comme, bon, ben, finalement, j'ai bien beau être aussi folle que je veux dans mon anxiété, ça ne l'atteint pas tant que ça, finalement. Elle trouve quelque chose à faire avec ça. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, ce foulard-là, c'est drôle, c'est mon coloc qui l'a. Puis là, tu sais, j'étais là, ben, tu portes mon angoisse à ton cou. Fait que... C'est très drôle, ça. Fait que c'est ça, tu sais, j'aime voir la vie. L'angoisse à porter. Oui, take out. Mais comment ça se traduisait ou ça se traduit toujours, ton anxiété? C'est comme de l'insomnie, j'imagine? C'est de l'insomnie. Des fois, c'est comme si... Le hamster, il arrête jamais. Ça arrête jamais. Puis ça m'arrive des fois encore, hein, mais... Tu sais, je pense qu'il faut juste dealer avec ça. Puis... T'as-tu essayé la méditation ou... Oui, j'ai essayé la méditation, mais pour moi, c'est trop stressant, la méditation. Ça, c'est vraiment une belle preuve d'anxiété. La méditation, c'est trop stressant. Être assise, puis comme faire... Je m'entends ben trop. Ouais, mais c'est ça le but de la méditation, I guess. Là, en fait, de ce que je comprends, je suis pas un spécialiste, là, mais c'est justement de réaliser ce qui se passe, puis de laisser aller, mais de savoir que ça va revenir, mais que tu peux toujours relaisser aller cette affaire-là, tu sais. Ça fait partie de toi, mais puis souvent, en fait, la préconception qu'on a de la méditation, c'est que il faut juste tasser ça, là, tu sais, comme, j'en veux pas de ça, puis, tu sais, je veux être juste calme, mais il y a personne qui est comme ça. Il n'y a personne qui pense jamais à des trucs. Ça vient, ça passe. Il faut accepter ce mouvement-là, je pense. C'est un petit peu ça. Puis c'est ça. L'anxiété, c'est ça. Je veux apprendre à faire de la méditation. Ouais, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, par exemple. Je suis pas très bon là-dedans. Là, puis j'en ai fait un peu. Puis en fait, j'aimerais être capable. Il y a quelque chose de vertigineux aussi dans le fait de tu t'installes puis tu fais ça. Je sais pas. Puis c'est vrai que c'est angoissant. C'est vrai que tu fais comme. Mais c'est. OK. C'est rough, là. Il y a de quoi d'épeurant dans le silence, quand même. Le fait de s'arrêter, puis de juste prendre ça cool. Surtout je pense, je sais pas t'as quel âge, mais ma génération... J'ai 29. Là, OK, t'as 29, ouais, OK. Moi, j'ai 35, fait qu'on peut... quand même, on est à peu près la même génération, mais ouais, on est toujours... Surtout avec, écoute, les réseaux sociaux, les téléphones, c'est un bourdonnement continu, ça. Puis ça nous a conditionnés, je pense, à quelque part, à être habitués à ça, tu sais. On est la première génération que si on veut, on peut toujours être diverti en tout temps, tout le temps. Oui, c'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, je me disais, je regardais le monde marcher tantôt, puis j'étais là, tout le monde a comme la tête dans son cellulaire. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on va vraiment évoluer comme ça. Il va y avoir une ossature bizarre qui va. Je pense que même notre cerveau là, est en train de se former à ça. Là. C'est assez hallucinant. Fait que, tu sais, c'est ça, je me dis, tu sais,
là, c'est l'été, il fait beau, il y a plein de choses à regarder, tu sais. Regardons. Ouais. Ben, c'est ça, à quelque part, la méditation. C'est la contemplation, c'est ça, dans le moment présent. Je le fais d'une autre façon. Mais je suis pas capable d'être assise trop longtemps. Là, ça va? C'est correct? C'est pas pire. Ouais, OK. Est-ce que c'est compliqué? Parce que, tu sais, je veux dire, là, ton premier rôle a été marquant, là. Tu sais, c'est comme quelque chose, là, tu sais, t'as passé à tout le monde en parle pour ça, là. Tu sais, ça a été beaucoup discuté. T'étais en nomination pour... c'est quoi le... Meilleur rôle de soutien féminin, dans le fond, au prix Écran canadien. C'est ça, OK. Oui, c'est ça, pour ce rôle-là. Ouais. Puis après ça, c'est-tu comme juste des rôles de ce genre-là qu'on t'offre? Tu sais, parce que toi, dans le fond, tu voudrais probablement auditionner pour des rôles de femmes. Oui. Ben, tu sais, je me dis, oui, ça m'intéresse de faire certains personnages trans, mais du moment qu'ils ont une histoire, qu'ils ont quelque chose à raconter dans le personnage, pas juste être trans parce qu'on veut être inclusif ou qu'il faut mettre une personne trans là, puis on se dit, on est inclusif. Il y a ça, Il y a ça ces temps-ci. C'est ça. Fait que là, tu sais, je me dis, bon, ben OK, si ça donne que je suis fit dans le rôle puis que les gens, le casting, ils cherchent ça, ben tant mieux, je vais le faire. Ça me fait plaisir, mais je veux pas faire que ça, c'est ça. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que t'as-tu vu ça passer, le truc de Radio-Canada qui ont fait une espèce de communiqué disant que les projets dorénavant, il y aurait toujours, mettons, une personne de diversité, personne de la communauté LGBTQ+, puis comment tu prends ça, toi? Il y a quelque chose d'un peu étrange là-dedans. En même temps, je suis pour et je suis pas contre, mais je sais pas, la manière de faire. Je ne peux pas nécessairement me prononcer parce que j'ai vu ça passer, mais j'ai pas approfondi. Parce que cette semaine, ça a été fou. J'ai eu plein d'affaires à dealer, puis l'actualité était off un peu pour moi cette semaine. Mais je le sais que c'est une bonne intention, je pense, que c'est de la bonne volonté. Puis je me demande si, tu sais, à compétence égale, tu sais, je veux dire, si la personne trans n'est pas qualifiée pour faire... Non, je comprends. Mais je pense qu'ils ont assez de bon sens pour prendre des personnes qualifiées aussi, là. Tu sais, pas juste une personne trans pour prendre une personne trans. Mais c'est comme, il y a quelque chose un peu de... Comment je dirais bien ça? Tu sais, je veux dire, ça, c'est quelque chose que tu peux dire à l'interne, au pire, mais quand tu l'annonces, il y a une espèce de signalement de vertu un peu bizarre, de... Je sais pas. On dirait qu'il y a quelque chose de pas clair. Quelque chose de pas clair. Ça, c'est clair qu'il y a quelque chose de pas clair. Mais ouais, au niveau des rôles, toi, est-ce qu'on t'approche pour toutes sortes de rôles ou on t'approche juste pour ce genre de rôle-là? Le genre de rôle trans? Là, on m'approche souvent pour des rôles de personnes trans. Mais là, vois-tu, je vais jouer dans une télésérie bientôt. Ah ouais? Je peux pas encore le dire c'est quoi. Cool. Mais on tourne en juillet, mais c'est un rôle... c'est un petit rôle dans leur histoire au complet, là, mais dans la série. Mais c'est pas mentionné que c'est une personne trans, puis il n'y a pas de mention dans le film non plus, dans la télésérie, que c'est trans. Ah, c'est cool, puis... ça. Ouais. C'est une nouvelle série, tu peux pas en parler. Non, c'est pas une nouvelle série. Ah, c'est pas une nouvelle, OK. Non, c'est une suite de quelque chose. OK. C'est une suite de quelque chose. Ça peut pas être plus flou, mais c'est parfait, c'est correct. Je veux pas je veux pas que tu brises un contrat de confidentialité pour ça, là, mais ben c'est cool, ça. Oui, c'est pas un personnage trans, puis c'est bien parfait comme ça. Puis le directeur de casting était au courant que j'étais une personne trans, et c'est pas une erreur de casting. C'est vraiment... Super. Son choix, il voulait faire ça comme ça, puis il me voyait là-dedans. OK, c'est super positif pour ta carrière. Là, comme, c'est le fun aussi faire de la télé. Cinéma, c'est d'autres choses. Télé, cinéma, là, c'est vraiment deux mondes là, quand même. Puis faire du cinéma aussi, les façons de tourner, c'est pas pareil. Puis de vivre les deux, je trouve ça... Ah, mais c'est cool, ça, parce que, tu sais, comme ton premier rôle, c'est tellement marquant, ça peut être Gift and a Curse, là, quelque part, là, tu sais, c'est tellement intense, puis ça a tellement été publicisé aussi que tu t'es dû sentir un peu enfermé là-dedans. À un moment donné, dans la promotion du film, j'étais comme, il parlait juste du fait que je sois trans, il parlait plus de l'histoire, puis là, j'étais là, tu sais, c'est comme, je suis une humaine aussi, comme Charlotte, Laurent, Emmanuel. On a tous eu notre part de... Dans le film, on a comme tout le même pourcentage de moments. On est 4 principaux, puis à un moment donné, c'était juste la transsexualité. Tu sentais qu'il y avait trop de lumière sur... Ben, tu sais, je m'en plaignais pas, mais en même temps, tu sais, j'aurais aimé parler plus du film que de moi, tu sais.
Parce que les acteurs, c'est ça, on aime porter des messages, puis on aime, c'est ça, participer à la création du monde. Puis... J'imagine qu'en même temps, les réalisateurs et producteurs devaient s'en douter, parce que c'est coup de poing, là, quand même. Oui. Là, c'est vraiment... C'est un film coup de poing. Ouais. Une présence coup de poing dans le sens de choisir une personne trans qui n'a pas eu de chirurgie de réassignation sexuelle aussi. Il y a quelque chose de très challengeant avec ça. Ils voulaient challenger le spectateur. Là. Je pense qu'ils n'étaient pas nécessairement contre le fait de faire ça, mais c'était pas leur premier objectif. Leur premier objectif, c'était plus de faire réfléchir les gens. Oui, je comprends. Puis toute œuvre de cinéma ou télé aussi devrait être à cette vocation-là. Ouais, puis surtout que, tu sais, ce film-là, c'est quelle année que ça est sorti? Ça, c'est en 2016. Ça a été tourné 2016, fin 2015. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça, quand même. Fin 2015, ça a été tourné, puis dans le fond, c'est sorti en... Mais c'est fou, quand même, tu réalises tout le chemin parcouru, dans le sens que, je veux dire, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup plus, puis qu'on est pas mal plus au courant. Je me rappelle qu'à l'époque, quand ça avait sorti, le monde était comme... C'était comme, on fallait en parler parce qu'on n'avait jamais vraiment parlé au Québec, en tout cas pas... Oui, je pense que ça a eu ça de bon, ce personnage-là, Classe, de vraiment faire comme réveiller le monde, faire comme, oh, ben, tu sais, il y a d'autres sortes de corps, il y a d'autres sortes de réalités. Tu sais, c'est pas que... Tu sais, au cinéma, je trouvais que les corps sont... on privilégie une certaine esthétique, une normalité dans le corps. Normalité, tu sais, qu'est-ce que c'est? Non, mais je comprends. Ouais. C'est ça, fait que je trouvais ça intéressant justement pour ça. Puis je savais que ça allait être de la nudité, puis j'étais comme, j'embarque là-dedans parce que justement, c'était pour ça, à titre d'exemple de, ben regardez, ça, on peut exister, être bien dans notre peau en ayant un différent corps, puis... Ouais. Mais tourner un film, tu m'as dit tantôt que ça avait été challengeant quand même, là, tourner certaines scènes, puis ça. Mais le tourner, puis, tu sais, bon, le pratiquer, puis tout ça, puis c'est autre chose que, là, l'objet, il est fait, puis là, il est présenté au monde. Y a-tu un stress, là, quand c'était comme lâché, puis t'es comme, bon, j'ai plus de contrôle sur absolument rien. C'est ça, l'art, aussi, à quelque part, je veux dire, ton recueil de poésie, c'est la même chose, là. Mais il y a un côté stressant là-dedans. Il y a tout le temps un stress. J'imagine aussi les chanteurs qui lancent un album. Ouais. Tu peux pas te reprendre. Puis tu peux pas contrôler non plus comment les personnes vont recevoir ça, tu sais. Puis c'est libre à chacun. Et dans le fond, c'est vraiment... Tu stresses vraiment beaucoup, mais après ça, tu te dis, ben j'ai justement pas de contrôle là-dessus, fait que ça sert à rien que j'essaye d'en avoir, tu sais, je veux dire... Non, fait quand tu le vois de même, après ça, ben tu fais, ouais, c'est vrai, puis... C'est de l'abandon obligé, là. C'est total. C'est pas vraiment un choix, ouais. Hey, comment t'as-tu suivi ça un petit peu, l'affaire, tout le débat, la polémique avec Christian Bégin? T'as-tu vu ça? Oui. Ça passait, qui était dans... M'entends-tu, la série qui passait, en fait, la première série de fiction à Télé-Québec qui jouait une personne trans? Est-ce que... c'est quoi ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? En fait, je sais pas trop c'est quoi la polémique. Qu'est-ce qu'on reprochait à Christian Bégin, mais ouais, ça a quand même fait jaser pas mal parce que, bon, il y en a qui étaient pas d'accord avec ça, puis on était un peu toute polémique de Robert Lepage et tout ça, là, tu sais, d'appropriation, finalement. Ouais. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je m'étais jamais exprimée là-dessus. Ah ouais? OK. Parce que, justement, je connais Christian un peu. OK. Puis, justement, je pourrais pas m'exprimer là-dessus. Ouais. Tu penses toi, est-ce que t'es positive d'où qu'on est rendu, d'où ce qu'on s'en va, du chemin parcouru? Oui, si certains journalistes de grands éditoriaux peuvent lâcher un peu le morceau sur les personnes trans. Ouais. D'arrêter d'écrire des articles transphobes, premièrement. Puis de deux, ben c'est ça, de se concentrer sur d'autres choses. Ouais. La transphobie, ça se décrit comment, ça? C'est de ne pas reconnaître la personne en tant que le sexe dont elle s'affirme, le genre dont elle s'affirme. Okay. Comme, je pense... Faire des faux pas volontaires, mettons. Volontaires. Donc, nier totalement qu'une femme trans est une femme, par exemple. Et dans le fond, appeler la femme trans un homme. Et l'appeler au masculin, utiliser des pronoms masculins. Donc, volontairement, puis ça, je l'ai vu dans les médias souvent, dans quelques journaux, puis
Je veux pas dire de nom, mais on sait tous de quel journal tu parles. C'est ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que... Puis je parle pas de ces chroniqueurs-là, mais j'ai l'impression que de ce que j'ai pu comprendre, tu sais, j'écoute... je veux dire, je fais des shows un peu partout, puis j'écoute les gens, puis j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension totale. T'sais, des fois, ce malaise-là vient vraiment d'une incompréhension, puis les gens ont l'impression qu'on leur enlève tout maintenant, puis eux autres, ils ont l'impression que la seule affaire qui leur restait... Enlève? Non, mais dans le sens que... je me demande. Non, mais pas à ce niveau-là, mais ils ont l'impression qu'ils font plus de sens, ils comprennent plus le monde dans lequel on vit, ça évolue trop vite pour eux autres. Puis là, pour eux, genre, la dernière affaire qui leur restait, un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, pour eux, c'était tout ce qui leur restait, puis là, hey, on m'enlève même ça. Ils ont l'impression que ça leur enlève, en fait, ça leur enlève une espèce de sécurité de qu'est-ce qui est le monde, qu'est-ce qui fait du sens pour eux autres. C'est peut-être aussi un travail d'éducation peut-être à ce niveau-là. Oui, d'information, de sensibilisation. Je pense que c'est important aussi dans les écoles. Oui, c'est ça, j'allais demander. Il y a des organismes qui font, le Gris Québec, je pense, qui est présent beaucoup dans les écoles pour justement parler aux élèves. Puis tu sais, c'est pas de l'endoctrinement. Mais non, écoute. On va se le dire, là, c'est pas une propagande trans, puis c'est pas un lobby trans, puis c'est pas... J'ai déjà lu ça là, dans des journaux, là, qu'on a un lobby, puis que là, your child will turn into a trans. Puis je suis comme, non, on fait juste dire qu'on existe, on veut on veut être respecté comme tout le monde. Et puis ça peut tellement sauver des vies, là, quand tu fais ça dans les écoles. Ben oui. Mais y a-tu inclus dans des cours, je sais pas où qu'on est rendu, le niveau éducation, y a-tu encore des cours de formation sexuelle? Je pense que oui, il y en a, mais c'est encore abordé en surface. Ouais. Mais je suis pas allée dans les écoles, ça fait longtemps, fait que je sais pas. Ouais. Tu penses que c'est ça qu'on devrait faire, un travail d'éducation qui commence... Je pense qu'avec le gouvernement, il faut s'asseoir puis faire comme... que le gouvernement devrait demander les ressources avec les différents organismes pour vraiment créer un programme que il faut aborder ça aussi. Puis, parce que c'est important, c'est une réalité, c'est une vérité qu'on vit tout le monde, toutes les personnes trans. Fait que c'est important aussi que la personne trans qui ne sait pas, comme la petite personne trans de 15 ans ou 12 ans, sait pas qui elle est, ce serait le fun qu'elle sache avant qu'elle meure, tu sais. Ouais, non, qu'elle fasse une tentative de suicide. Je suis bien d'accord avec toi. Puis je veux dire, on n'arrête pas de parler de ça, justement, le suicide, puis il faut régler ça, il faut que ça arrête, il faut faire des campagnes, puis tout ça. Mais c'est comme... Des fois, j'ai l'impression qu'on veut régler le suicide, mais pas les causes. Tu sais, on s'intéresse pas tant aux causes. Mais c'est la même chose pour les routes au Québec. On patch. Ouais. Puis c'est le fun de bien faire. On a une mentalité comme ça de patcher, de patchwork, puis de... même la médecine est comme ça aussi. La médecine, c'est comme, OK, t'as une toux, on va régler ça de même. Mais tu sais, on règle pas les facteurs qui peuvent causer ça. On traite les symptômes, en fait. Ouais. On traite pas l'origine de la cause. Carrément, ouais. Fait que... merci d'avoir été là. Merci d'avoir été aussi généreuse. Merci d'être quittée. T'incarnes quand même un certain... T'as l'air sereine et calme à travers tout ça, même si tu dis qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'anxiété. Non, mais ça, c'est particulier parce que les gens me disent tout le temps, mais t'as pas l'air stressée pour 2 scènes. Non, 0. Mais je sais pas, c'est comme ça. Je suis faite de même. T'es un paradoxe. Oui, je vis de mes contradictions, puis c'est correct comme ça. Mais merci d'avoir été là. C'est très, très, très intéressant. Merci de ta générosité. C'est le fun. Ouais, bye-bye.